Mise en place aujourd'hui à Paris de la commission Informatique et Liberté, cette commission créée il y a 2 ans a pour tâche la surveillance de nos libertés. C'était il y a plus de 30 ans. Suite au scandale Safari, un programme de fichage des individus, la France se dote d'une loi informatique et liberté. En 2013, le débat devient international. Edward Snowden révèle l'ampleur des collectes de données de la NSA, mais la France reste muette. Pourtant, dans un monde où Internet n'a plus de frontières, la question se pose plus que jamais, comment protéger ces données personnelles? Philippe Lemoine, l'un des pères de la loi informatique et liberté, propose une solution, une charte mondiale. Ce qui est vraiment frappant dans ce que Snowden a rendu public, c'est l'ampleur des phénomènes de collecte de données à une échelle internationale dans lequel on espionne à la fois des Américains et des non-Américains. C'est le fait que l'on sache que, pour donner un chiffre, qu'en France, on puisse, sur 2 mois, aller écouter et saisir des données sur 70 millions de communications téléphoniques ou Internet, c'est tout de même des chiffres que personne n'avait soupçonnés, que l'on puisse, avec, semble-t-il, la bénédiction de toutes les autorités de contrôle impliquées aux États-Unis pour cela, aller mettre sous surveillance le portable personnel de Mme Merkel et le portable professionnel qui lui est attribué en tant que chancelière américaine, que l'on se rende compte que les données qui sont échangées avec tous les intermédiaires à valeur ajoutée d'information professionnelle qui font pourtant métier de commercialiser de la confiance, comme Google, Facebook ou autres, peuvent se retrouver aux mains des services secrets, soit qu'ils étaient délivrés par ces intermédiaires, ce dont ils se défendent d'ailleurs violemment, soit qu'on soit allé les chercher à la sortie des câbles sous-marins de transit de l'information. Bref, c'est le nombre d'opérateurs, d'agents qui sont mouillés dans ce système et le volume des données qui sont traitées. En aucun cas, on peut considérer qu'Edward Snowden est un traître. C'est un lanceur d'alerte. Les lanceurs d'alerte, c'est des gens qui ont connaissance des informations, donc qui ont travaillé quelque part, mais qui prennent le risque de dire « hop, stop ». Il faut tout de même que tout le monde soit au courant de ce qui se passe. Après, le problème, c'est de savoir comment ils le font, et je trouve que Edward Snowden a pris le maximum de précautions pour ne pas mettre en danger la sécurité des personnes et surtout ne pas déstabiliser les démocraties. Edward Snowden, le blogueur principal avec lequel il a travaillé, Glenn Greenwald, ont été très attentifs à la sécurité des données qu'ils avaient rassemblées, à éviter qu'elles tombent entre les mains d'États totalitaires non démocratiques qui pourraient les utiliser pour faire pression sur les démocraties. Ils ont été extrêmement attentifs et ce qu'ils ont révélé surtout, c'est l'ampleur du phénomène, et je dirais du phénomène qui est un phénomène de civilisation presque dans lequel on est. Donc je pense que sauf s'il m'échappe quelque chose, eh bien on devrait considérer que Snowden c'est plutôt un héros. C'est quelqu'un qui fait progresser la civilisation, qu'il y ait cet ensemble d'informations, et puis que le jour où quelqu'un le révèle, au lieu de considérer que, bon, il y a tout de même un problème énorme de voir un pays comme les États-Unis avec un président pour qui j'ai du respect, même d'admiration, Obama, qui représente tout un ensemble de choses, qui n'a qu'une idée, c'est de traquer Edward Snowden qui avait révélé toutes ces affaires. On est dans une espèce de folie absolue et qui montre une sorte d'insuffisance, de maturité du monde pour prendre le contrôle, la maîtrise de la puissance qui a été déchaînée par la technologie, la puissance de collecte des données, la puissance d'analyse et de traque de la vie des uns des autres, de la vie économique, de la vie privée, de la vie politique, des opinions, de la liberté. Il y a un problème très sérieux. Lorsqu'on regarde les opinions publiques des différents pays, il y a une sensibilité très grande à ces questions. Et l'affaire Snowden, elle est loin d'être négligeable. On dit qu'à l'heure actuelle, il y a une baisse de l'activité du commerce électronique aux États-Unis parce que les gens aux États-Unis se disent « oh là là, il y a une espèce de virage qui se fait avec l'affaire Snowden qui fait que les gens qui ne voulaient voir que le bon côté de ce qui se passait et qui existe, d'un seul coup, c'est plus compliqué que ça. Lorsqu'on utilise tous nos smartphones, toutes nos tablettes, tous nos ordinateurs, il y a des données sur moi, etc., qui sont collectées pour faire quoi, comment. Et finalement, tous ces amis que sont les grandes sociétés de tous les Google, tous les Facebook, tous les Apple, tous les Amazon, d'une manière ou d'une autre, ils coopèrent à cette espèce de système très large. Donc c'est l'intérêt de personne qu'on reste dans une situation de ce genre.
Et on trouve dans la société civile des tas de gens qui, partout, sur tous les continents, se disent il faut faire quelque chose. C'est un problème un peu, on est face à un problème un peu comme les problèmes de la qualité de l'eau, le problème de la qualité de l'air, c'est un problème qui concerne la planète. Et pour ça, il faut absolument, on ne va pas y arriver du jour au lendemain. Mais je dirais que le rythme auquel tout ceci va progresser, c'est le rythme de la prise de conscience citoyenne sur ces questions. Ce qui me semble absolument essentiel, c'est qu'on arrive à un texte juridique, au moins qu'on travaille les uns les autres sur un texte juridique qui pose de façon mondiale les problèmes d'informatique et de liberté. Aujourd'hui, il y a vraiment une question un exemple avec l'affaire Snowden qui va au-delà de ce qu'on pouvait imaginer, nous, les pères des lois informatiques et liberté, il y a 20 ou 30 ans. La perspective technologique, elle est absolument monstrueuse. Il faut, avant que tout ceci existe, qu'on affirme des principes, des règles, et qu'on ne les applique pas dans un coin du monde, parce qu'on est sur des réseaux, tout ceci circule, il faut qu'on ait des règles mondiales. Le problème, c'est absolument pas d'être pour ou contre la technologie. Moi, à titre personnel, je ne suis pas du tout un technophobe. Hein. Je pense qu'il y a même un potentiel transformateur qui est lié à Internet, qui n'est pas en tant que tel une technologie qui est organisée autour d'une architecture qui privilégie un centre d'observation quelque part. Quand j'étais dans la recherche en informatique, on parlait des architectures maître-esclave qui existaient. Et le grand saut technologique qui était fait avec Internet, ça a été de substituer à ça une architecture que l'on appelle pair à pair, qui fait que l'on communique entre égaux. Donc il y a vraiment un potentiel de transformation formidable qui est lié à la technologie. Le problème, c'est la manière dont on l'utilise, et lorsque les services de surveillance prennent en main le potentiel, la puissance d'Internet, on tire tout ça quelque part, qui est extrêmement mauvais pour les libertés, mais qui est extrêmement mauvais aussi pour la conscience et mauvais pour l'évolution de la société, pour l'économie. Enfin, je pense qu'on crée des problèmes, on bloque des évolutions positives qui pourraient avoir lieu, en même temps qu'on porte atteinte aux libertés. Il y a toujours eu, bien sûr, de l'espionnage, et puis le problème, il n'est pas tellement là. C'est les proportions qui ont été atteintes, avec, aux États-Unis notamment, des services secrets qui ont atteint une taille très importante, qui ont été déstabilisés par le changement complet de géopolitique dans le monde après la disparition de l'Union soviétique. On dit, le Washington Post avait publié un dossier disant qu'il y avait 854 000 Américains qui étaient habilités secret défense, top secret. C'est absolument énorme. Donc il faut s'imaginer ces masses d'agences, les 17 agences du système central américain de renseignement, plus les différentes officines qui existent, qui ont dû s'inventer un devenir. Moi, je pense qu'elles se sont inventées un devenir essentiellement dans l'espionnage économique, avec des procédures diverses qui existaient. Et on a failli mettre cela en cause il y a une dizaine d'années, au moment où était apparu le grand système d'écoute des communications internationales qui s'appelait Échelon. Et il a commencé à avoir un débat autour d'Échelon. Mais c'est arrivé pile au moment où il y a eu l'attentat du World Trade Center, le 11 septembre 2001, avec un énorme problème. Des lois qui ont été votées aux États-Unis, le Patriot Act, qui ont permis de trouver un combat sans doute nécessaire pour les démocraties et légitime, qui était le combat du terrorisme, mais qui a servi à légitimer tout un ensemble d'actes de collecte d'informations, de surveillance, de contrôle des faits et gestes, qui va bien au-delà du problème de la lutte contre le terrorisme. Ce qui me semble absolument important, c'est qu'on soit capable de définir le partage, la frontière entre ce qui est légal et ce qui ne l'est pas. Il ne suffit pas d'avoir une loi, il ne suffit pas d'avoir un texte juridique pour faire que tout le monde respecte la loi. Il ne suffit pas de faire un code de la route pour que personne ne conduise au-delà de la limite. Mais il y a une limite. On sait ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Par rapport à des principes généraux qui doivent être posés, il y a bien sûr des exceptions à prévoir, ce qu'on appelle juridiquement des exemptions. Et notamment, la lutte contre le terrorisme, les besoins des services secrets peuvent correspondre à des exemptions. Mais il faut les définir par rapport aux besoins stricts et légitimes qui sont ceux de ces services. Il ne faut pas que, sous le prétexte général de la lutte contre le terrorisme, on rende possible le fait d'aller espionner Mme Merkel, d'aller espionner le chef d'État brésilien. Il faut que l'on ne rende pas possible d'aller espionner toutes les entreprises qui vont mettre leurs données dans le cloud, comme on dit, c'est-à-dire qui vont les délocaliser sur les grands serveurs qui sont à tel ou tel endroit. Non, il faut que si on a des objectifs qui sont de permettre de centraliser de l'information ou de l'écouter
parce que ce sont des questions de défense nationale. Je ne suis pas naïf, ça doit être prévu, mais on doit en définir le cadre. J'ai été tout de même catastrophé du fait que la France soit aussi silencieuse, prenne aucune initiative par rapport à cela. Il se trouve que la France a été un des premiers pays au monde à avoir une loi informatique et liberté, ce qui correspondait à sa vocation, son image, je dirais, de terre des droits de l'homme, voilà. Et en fait, on n'a pas eu entendu de voix importante. Quand on regarde le débat public, on a un débat public beaucoup moins fort qu'en Allemagne. Lorsqu'on regarde les grandes initiatives qu'il fallait prendre, c'est des pays comme le Brésil, comme l'Allemagne, qui d'ailleurs se sont rejoints pour, ensemble, Allemagne et Brésil, saisir les Nations Unies du problème de ce qui se passait derrière Prism et des conséquences qu'il fallait en tirer sur le plan juridique. La France a été muette, beaucoup trop muette. Et donc je pense que peut-être que les politiques ont leur raison, je ne sais pas, je ne veux pas entrer là-dedans, mais il faut que nous, citoyens, nous disions aux politiques, ça nous concerne, on doit faire quelque chose. C'est la vocation de la France de faire quelque chose.